En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris le contrôle de bastions de miliciens Maï-Maï, plus précisément en Mambasa. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter concernant la fourniture en carburant. Le gouvernement, les pétroliers ainsi que les représentants de banques ont eu une séance d'harmonisation des vues. La République démocratique du Congo est en deuil. Zakari Badiengila, connu sous le nom des Némondantsemi, figure emblématique du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, est décédé ce mercredi 18 octobre. Guerre Israël-Palestine, le président Joe Biden est en visite de soutien à Tel Aviv où il va s'entretenir avec son homologue israélien Isaac Herzog. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Nous venons de l'apprendre il y a quelques minutes. La République démocratique du Congo est en deuil. Zakari Badiengila, connu sous le nom des Némondantsemi, figure emblématique du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, est décédé ce mercredi 18 octobre au centre Nganda de Kinshasa à l'âge de 77 ans. Némondantsemi occupait le poste des députés honoraires. Il souffrait depuis plusieurs mois d'une longue maladie selon ses proches. Sous le leadership de Némondantsemi pendant des décennies, le Bundu Diamayala s'est imposé comme une organisation religieuse en RDC défendant notamment les valeurs traditionnelles du peuple Congo. Créé en 1970, ce mouvement a connu son apogée dans les années 80-90 avec plusieurs membres. Plus récemment, Némondantsemi avait décidé de rejoindre la plateforme politique de la majorité présidentielle, Union sacrée de la nation. Depuis de nombreux mois, des rumeurs circulaient sur son état de santé qui était devenu dégradant. Poursuivons ce journal avec la réunion du gouvernement au sujet du carburant. Il n'y aura pas de perturbation dans la fourniture de ces produits en RDC. Ce sont les assurances du ministre des Finances Nicolas Kazadi au sortir de la réunion convoquée par le Premier ministre Sama Lukonde, le ministre des Hydrocarbures, le représentant de banques ainsi que des pétroliers ont harmonisé plutôt les vues et ont fait une mise au point sur la situation qui prévaut dans le secteur pétrolier. On l'écoute. La réunion avait pour objectif de harmoniser les points de vue pour finaliser l'accord intervenu entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Dans sa mission d'observation électorale, la SADC suit de près les préparatifs des scrutins que la République démocratique du Congo va organiser en décembre prochain. C'est dans cette optique qu'elle a dépêché à Kinshasa une mission d'évaluation préélectorale conduite par la vice-présidente du Conseil consultatif électoral de la SADC, Notemba, qui a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati. Dans le cadre de la tenue d'une mission d'évaluation préélectorale en République démocratique du Congo, une délégation de la SADC a échangé avec Christophe Mbosonkodia et le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Une rencontre qui a lieu après la tournée de cette délégation conduite par la vice-présidente du Conseil consultatif électoral de la SADC, l'avocate Notemba, avec la CENI et les différentes parties prenantes au scrutin prochain. Au cours de leur échange, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, a brandi des réformes initiées par cette institution pour renforcer la transparence du processus électoral. Il a par ailleurs rassuré la mission de la SADC sur le déroulement du dit processus. Et Christophe Mbosonkodia a souligné l'importance de la tenue des élections dans les délais et dans la transparence pour l'intérêt de tous. Déjà, le nombre de candidatures, en plus d'autres explications nous avons données, mais nous avons insisté sur le fait que 25 000 candidats députés nationaux, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester.
mais que la CENI fait tout pour que les élections se tiennent le 20 décembre. Et tous les partenaires, même la SADC, s'ils veulent nous aider, qu'ils viennent observer les élections. La SADC a à cet effet exprimé son intérêt pour l'évaluation du processus en termes des préparations à l'organisation des élections. Après les deux chambres du Parlement, la délégation de la SADC poursuivra ses consultations auprès des différents acteurs des élections de décembre prochain avant de clôturer sa mission dont les rapports sera réservé au président de la Zambie en sa qualité du président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de défense et de sécurité de cette organisation sous-régionale. Vous venez de suivre les comptes rendus de l'échange entre la délégation de la SADC et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. En province, en Ituri et précisément en Mambasa, 2 bastions de miliciens Maï-Maï sont sous contrôle de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette victoire est le résultat de la collaboration civilo-militaire, affirme l'armée qui s'est dit déterminée à poursuivre ses ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à travers les éléments de la 31e brigade de défense principale basée à Mambasa, nous sommes à plus de 160 km de la ville de Bunia, ont récupéré le lundi 16 octobre dernier 2 bastions de Maï-Maï situés à 8 km nord-est du village Maouano, à plus de 35 km de Mambasa Centre, sur la route nationale numéro 44, axe Mambasa-Béni. Cette information nous a été confirmée par le porte-parole des opérations militaires en Ituri qui a salué l'accompagnement de la population dans cette opération des traques des ennemis de la paix. Alors, selon cette même source, la 31e brigade de défense principale avait analysé des fonds en comble le renseignement lui fourni par la population locale et a donné l'ordre, et l'ordre a été donné aux unités de lancer cette opération de grande envergure contre ces rebelles. Et notons également que les notables de la contrée ont également confirmé cette nouvelle et encouragé l'armée. Ils appellent bien sûr la population à continuer à collaborer avec le service de défense et de sécurité. Pour finir, il faut dire que depuis plusieurs mois, ce Maï-Maï ont envahi plusieurs carrières minières situées dans les territoires de Mambasa. Paralysie des activités socio-économiques dans la commune de Lubunga à Kisangani dans la province de la Chopo. Ce mercredi 18 octobre, la tension a été tendue le matin après la mort de plus de 5 personnes tuées par machette lors d'un conflit communautaire sur la rive gauche. Nous sommes en ligne avec Richard Katemo, notable de la région. Bonjour Monsieur Richard, quelle est la situation actuelle dans la commune de Lubunga? Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'activité depuis le matin. Rien, marché, rien, école, rien. Donc, c'est commune, sans école, sans marché, sans activité. Ça fait presque 6 mois que la commune de Lubunga a connu un problème sérieux de 2 tribus communautaires, les Mbole et les Lengola. Ils se sont querellés autour d'une concession qui a créé un problème. Et la dite concession, on ne sait pas qui a raison et qui n'a pas raison par ces 2 communautés. Et ça ne s'est pas arrêté à ce niveau. Ça a dégénéré. Il y a des tueries chaque jour, 2, 3, 4 personnes tuées, 5, tuées par machette, par flash, par flèche et par lance. Avant-hier, c'était le lundi. On a encore tué 5 personnes habitant de Lubunga. Et ces 5 personnes-là ont été rapatriées hier. C'était le lundi qu'on les a tuées. Et hier, les jeunes de Lubunga se sont mobilisés, entrés à Brousse pour aller récupérer les cadavres et les ramener dans le morgue de la commune de la Makiso. Quel message adressez-vous aux autorités compétentes? Nous sommes en train d'alerter les autorités au niveau national, surtout le ministre de l'Intérieur, qui doivent s'impliquer personnellement, et le ministre de l'Intérieur provincial, Madame la gouverneure elle-même, elle doit s'impliquer. L'armée, la police,
pour que la population vague dans ces activités sans qu'il y ait des inquiétudes. Aujourd'hui même, la ville de Kisangani qui est vitaillée par cette commune à terme de vivre. C'est là où nous trouvons à manger, c'est là où nous trouvons tout, c'est là où la commune respire par rapport à la ravitaillement de la nourriture. Alors je ne sais pas, aujourd'hui, les enfants, les élèves n'ont pas allé à l'école et nos parents qui viennent chaque jour au marché, ils traversent pour venir vendre les histoires. Ils n'ont pas traversé et les traverseurs eux-mêmes, les pagailleurs, les gens qui font traverser les gens, ils n'ont pas fait leur travail. C'est paralyser vraiment la commune de Lubunga. Nous interpellons que les autorités prennent les choses en main pour que la population trouve leur calme. Merci, M. Richard Katembo, d'avoir répondu à nos questions. Suite au naufrage de la baleinière Mapambouli au port privé Bankita Mbandaka en Équateur ayant causé la mort de plus de 47 personnes et de nombreux disparus, des mesures ont été prises par le ministre du Transport Marc Ekila Likombo pour éviter les cas de naufrage pendant la nuit après une réunion avec les armateurs de baleinières. Parmi ces mesures, l'interdiction d'embarquer en bois la nuit et l'obligation de posséder les documents de navigation conformes à la loi. Le ministre a déploré la navigation nocturne sans remplir les conditions, le non-respect de tonnage, le manque d'identification des armateurs ou l'absence de manifeste qui reprend le nombre de passagers. Au sud Kivu, le gouverneur Théo Ngouabidje a visité les 4 vedettes rapides récemment achetées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour faciliter le transport de personnes et sécuriser des passagers sur le lac Kivu. En attendant la cérémonie de l'inauguration, le chef de l'exécutif provincial a mis en place une commission mixte chargée d'assainir le milieu devant servir le quai d'accostage. Les 4 vedettes rapides achetées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour assurer les cabotages afin de servir les villages riverains de lac Kivu, sont déjà arrivés à Bukavu et n'attendent que l'arrivée du donateur, le chef de l'État, pour la mise en circulation. Parmi les 4 vedettes ultramodernes, 3 auront 80 places assises et l'une VIP a une capacité d'accueil de 30 personnes. Par ces gestes, le président de la République vient de lier la parole à l'acte, répondant ainsi à sa promesse faite à la population après le naufrage d'une embarcation à Calais qui avait emporté plus de 150 personnes. C'est dans ce cadre que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, accompagné de quelques membres du Conseil provincial de sécurité élargie et de quelques responsables de la SNCC, a effectué une visite au port pour avoir une idée claire de ces bateaux. Il a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République. C'est un sentiment de reconnaissance au président de la République qui a toujours été proche de la population et qui n'est pas dans les discours, il est dans les actes. Alors maintenant que nous avons les bateaux, il est question de maintenant de venir voir où est-ce que ces bateaux vont être exploités. Je suis venu avec les responsables de la SNCC, nous avons visité les quais, nous avons vu aussi qu'il y a nécessité d'assainir cet endroit pour qu'effectivement le port de Bukavu, les installations soient opérationnelles dans des conditions qui sont optimales. Au port de la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC, le gouverneur Théo Ngouabidje a été accueilli par les Youyou et Viva, des femmes vendeuses et autres citoyens anonymes. Il a visité les quais d'accostage de ces bateaux en cours d'aménagement. Une commission a été mise en place par l'autorité provinciale, laquelle aura pour mission d'assainir les lieux. C'est donc un nouveau départ pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veille sur la protection de ses administrés, tout en évitant que les drames comme celui survenu en Mbandaka ne se répètent dans d'autres provinces. En bref et en images, la délégation de Reporters sans frontières et les responsables de la structure de journalistes en danger, Chivis Chivwadi, ont échangé avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à Kinshasa pour présenter leur projet dénommé Média Élections visant la formation de journalistes en cette période électorale. Au cours de leur entretien, la libération du journaliste Stani Boujakera a été également évoquée. Les deux parties sollicitent l'implication directe et personnelle de Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, pour l'abandon des charges qui pèsent sur le journaliste Boujakera ainsi que sur d'autres journalistes détenus.
En justice, affaire Martin Ekanda Ondimba, liquidateur de la succession Martin Ekanda Onyangunga à Madame Rufine Luyeye, l'épouse du défunt. La réquisition doit être retirée. Détail dans ce récit. Dans sa réquisition du 20 septembre 2023 au sujet de l'affaire qui oppose Martin Ekanda Ondimba, liquidateur de la succession Martin Ekanda Onyangunga, à Madame Rufine Luyeye, l'épouse du défunt, l'auditorat supérieur de la Gombe s'est basé sur la lettre de l'inspecteur général des services judiciaires qui demande en communication les dossiers RCA 39 030D, l'appel du RC 124 447 qui ne concerne que le parti Monsieur Richard Muungu contre Benoît Chibangu. Ceux-ci n'ont rien à voir avec la succession Ekanda. Cette réquisition s'est basée sur un faux en écrire, par conséquent, doit être retirée. Dans l'actualité internationale, guerre Israël-Palestine, c'est ce mercredi matin que le président américain Joe Biden est arrivé en Israël pour une visite de soutien 12 jours après que l'attaque du Hamas ait été éclatée. L'avion présidentiel américain a atterri à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv dans l'absence de toute cérémonie de réception. Le président israélien Isaac Herzog a reçu son homologue américain en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président américain Joe Biden s'est rendu en Israël à l'invitation du premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu qui s'exprime. Je vous remercie d'être venu ici aujourd'hui avec un soutien sans équivoque que vous donnez à Israël en ces temps difficiles, un soutien qui reflète la volonté à majorité écrasante de la population américaine. Il s'agit en effet de sa deuxième visite en tant que président après celle qu'il a effectuée en juillet de l'année dernière. Cette visite intervient au lendemain du bombardement israélien où 500 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne sur l'hôpital Al-Ali Baptiste mardi, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra à Anadolu. Le porte-parole de l'armée israélienne s'est contenté de déclarer que tous les détails ne sont pas encore disponibles sur ce qui s'est passé à l'hôpital, selon ce qu'a rapporté la société des radiodiffusions publiques israéliennes. Le bombardement de l'hôpital a déclenché une vague de condamnations généralisées dans de nombreuses capitales avec des appels à la nécessité d'assurer la protection du peuple palestinien sous occupation israélienne. On termine avec la culture. Les 7 ans du deuxième mandat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, retracé dans une série de caricatures. Fin de course, ouvrage du dessinateur Cash Tembo raconte un ensemble d'événements de cette époque, décrit les acteurs politiques et traite la vie socio-économique ainsi que culturelle. Le livre a été présenté à un parterre d'invités réunis au Musée national. On va les découvrir avec Bob Mbongo. 7 chapitres couché sur près de 200 pages avec plus d'une dizaine de centaines de dessins politiques relatant divers sujets déroulés entre 2012 et 2018, allant de l'insécurité dans l'Est, la vie socio-économique du pays en général et au second mandat du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange en particulier. L'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un recueil qui part de 2012 jusqu'à 2018. C'est-à-dire le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Dans son échange avec le public, l'auteur relate les péripéties qui ont émaillé sa carrière et rend hommage à l'un de ses mentors. Et c'est vraiment avec la voix chargée d'émotion que je me tiens devant vous, parce que je me souviens quand j'ai commencé ce travail, grâce à Mouboyaï qui nous a quittés il y a quelques années, Dieu son âme. Il a été vraiment à l'origine de la caricature politique parce que... Plus de 30 ans dans la satire, l'heure est à la transmission des connaissances afin d'assurer la relève. En dehors de la sélection des images pour produire l'album, nous avons fait d'autres activités. Nous avons fait de la formation. Nous avons fait un périple dans les écoles de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, de Kisangani, pour expliquer ce que c'est la caricature, son importance dans notre société. Il s'y est de noter que Fin de course a eu le privilège d'être préfacé par le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'endroit de qui Cash Tembo a témoigné une vive reconnaissance. Place au rappel des titres à présent.
En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris le contrôle de bastions de miliciens Mai Mai, plus précisément à Mambasa. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter concernant la fourniture en carburant. Le gouvernement, les pétroliers ainsi que les représentants de banques ont eu une séance d'harmonisation des vues. La République démocratique du Congo est en deuil. Zakari Badiengui l'a connu sous le nom des Némondantemi, figure emblématique du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala, est décédé ce mercredi 18 octobre à Kinshasa. Guerre Israël-Palestine, le président américain Joe Biden est en visite de soutien à Tel Aviv où il va s'entretenir avec son homologue israélien Isaac Herzog. On va prendre la revue de presse dans un instant. Nous allons fêter les journaux avec Christian Kalonji qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kenge, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. On commence avec ce sujet prévu ce mercredi, la marche contre la force régionale interdite à Goma. J'aimerais commencer par une question. Est-ce qu'elle avait sa raison d'être? Eh bien, on laisse le commentaire aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Eh bien, oui, comme vous l'avez dit, Bédrine, elle devrait donc se tenir en principe aujourd'hui, d'après ce qui était prévu par le collectif des victimes de l'agression rwandaise, une structure de la société civile locale. Eh bien, selon Volcan News, qui en fait un sujet prioritaire aujourd'hui, cette marche a donc été interdite par la mairie de Goma, qui n'a pas donc pris acte. Elle avait pour objectif de demander le départ immédiat de la force régionale qui n'a pas rempli la mission pour laquelle elle avait été déployée en République démocratique du Congo, c'est-à-dire à repousser les terroristes du M23 pour le collectif des victimes de l'agression rwandaise. Les troupes de l'EAC peinent à contraindre donc le groupe rebelle M23 à respecter le cessez-le-feu et le pré-cantonnement, une résolution pourtant des chefs d'État, comme vous le savez, Bédrine. Les activistes estiment que cette inefficacité a conduit à des attaques continues de la part des rebelles, mettant en péril la sécurité des forces armées congolaises. D'après interview au point CD, la marche visait également à dénoncer l'hypocrisie, il faut le dire comme ça, de certains États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, l'Ouganda et le Soudan. D'après donc ce média en ligne, c'est donc un dossier à suivre. Votre deuxième sujet, c'est le dossier Boukangalonzo Matata sera jugé par défaut. Décision de la Cour constitutionnelle. Oui, la toile s'enflamme. La récente décision donc de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Mponyo a soulevé, il faut le dire, des sérieuses préoccupations, Bédrine, quant au respect des droits fondamentaux du candidat à la présidentielle de 2023. L'affaire, qui a suscité un vif intérêt médiatique, repose donc sur un défaut retenu par la Haute Cour. Le Monde titre à sa une, je vais le lire ensemble avec vous. En RDC, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo jugé par défaut pour détournement des fonds. Eh bien, Bédrine, ce défaut remis en question pourrait compromettre l'équité du procès. Dans leur tweet, comme on peut justement les voir, les journalistes s'interrogent donc sur l'empressement manifeste avec lesquels la Haute Cour traite ce dossier, attitude qui met en cause donc l'impartialité et l'équité des juges de la Cour constitutionnelle. On va donc lire un tweet voilà, on va lire le tweet de Peter Tiani. Voilà, la violation par la Cour constitutionnelle de son droit à la santé, pourtant garantie par l'article 47 de la Constitution, en dépit de la présentation par ses avocats d'un certificat notarié, et la preuve de plus qu'il n'a pas et n'aura pas droit à un procès équitable. C'est ce qu'estime donc ce journaliste Peter Tiani. De son côté, le magazine Jeune Afrique s'interroge: comment la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays qui juge en premier et dernier ressort, avait estimé qu'elle n'avait pas compétence pour juger un ancien Premier ministre coupant court aux poursuites contre lui, avant de rebondir et se déclarer de nouveau compétente dans un revirement
qui a étonné plus d'un. Bédrine Kenge. Et on va terminer avec ce sujet conflit Israël-Palestine. Joe Biden pose ses valises en Israël. Vous l'avez dit dans votre journal, nous venons donc de suivre ce reportage. Joe Biden est donc arrivé ce mercredi matin en Israël, quelques heures après la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza, des centaines de civils, Bédrine, tués, et les deux camps qui se renvoient la responsabilité de ce drame supplémentaire, rapporte Radio France Internationale. C'est dans ce contexte donc que le président américain a été accueilli par Benjamin Netanyahou, une visite pour apporter son soutien à Israël. Selon la même source, au nom du peuple américain, il a donc présenté ses condoléances à Benjamin Netanyahou et s'est lancé dans une comparaison osée entre le Hamas et le groupe État islamique, à en croire BBC.com, qui revient sur le même sujet. Le président Biden a fait quelques déclarations pour manifester le soutien de son pays à Israël, que je voudrais citer ici à votre intention. Il ne s'agit pas d'une tragédie lointaine. Les liens entre Israël et les États-Unis sont profonds. Joe Biden a également affirmé que le soutien des États-Unis à la sécurité d'Israël est solide et inébranlable, que, je cite, « nous ferons tout pour qu'Israël puisse se défendre » et que les Américains marchent coude à coude avec les Israéliens. Il s'agit donc là d'un soutien tous azimuts des États-Unis à cet État hébreu. Merci Christian Kalanji pour ces informations complémentaires. Je vous en prie, Bédrine Kenge. Et c'en est fini avec cette édition. Restez avec nous. Pour plus d'infos, rejoignez-nous dans Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.